suis né dans un petit pays, non loin de l'équateur. Je suis né dans un petit royaume, sans accès à la mer. Mais malgré qu'il soit petit, les gens y sont nombreux. Moi le temps est toujours beau, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs de la radio ITM. J'en profite pour saluer tous les amateurs ou toutes les personnes qui suivent notre radio, qui nous soutiennent tous les jours. Et je vais en profiter aussi pour lancer un petit coucou à nos collègues qui font partie de l'Alliance rwandaise pour le changement. Vous êtes aujourd'hui avec Achille Kamana dans une nouvelle émission en français, où on va parler du Rwanda, notamment sur la question de la sécurité et la diplomatie au sein de la sous-région des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, et plus précisément des tensions qui existent depuis plusieurs mois entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Pour ce faire, je serai avec mon collègue Anissé Kaleye. Et avant de commencer l'émission en tant que soi, je vais d'abord m'assurer que son micro est bien branché et que nous l'entendons très bien. Et il en profitera aussi pour vous dire bonjour. Cher Anissé Kaleye, merci encore une fois de prendre le temps de faire cette émission avec moi. C'est très apprécié. Je voulais juste savoir si ton micro fonctionne bien, s'il est bien branché, et tu pourrais en profiter aussi pour dire bonjour à nos auditrices et auditeurs. Merci beaucoup, Achille. Je te remercie encore une fois de m'avoir convié à cette émission en français. Oui, le micro est bien ouvert. J'en profite, comme tu le dis, pour saluer tous nos auditeurs. J'espère que tout le monde va bien et que l'émission présente va aborder les questions que tu as bien soulignées, la question surtout des tensions de la sécurité en République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, une dégradation de la sécurité dont est responsable notre pays, le Rwanda, malheureusement. Et donc, j'espère bien qu'on va aborder les questions qu'il faut aborder. Merci beaucoup. Merci Anissé. Et comme tu le dis, effectivement, j'espère que nous allons apporter nos analyses et puis plus de clarification, plus d'informations par rapport à la situation actuelle, une situation qui est quand même grave parce qu'il s'agit d'une situation où deux pays sont en guerre, mais il y a une différence entre il y a une différence de comportement ou bien d'attitude par rapport à ces deux pays. Ce que nous avons constaté, nous sommes des Rwandais, et il est triste et malheureux de constater que le gouvernement du Rwanda, dirigé par le Front patriotique rwandais, le FPR, qui lui-même est dirigé par le président Paul Kagame, et le parti qui
qui a le pouvoir décisionnel dans notre pays. Et donc, tous les agissements qui sont attribués au gouvernement du Rwanda ou au Rwanda ou aux Rwandais sont issus, au fait, sont issus de la volonté du FPR ou bien du président Paul Kagame à continuer à déstabiliser ce pays voisin, un pays qui a beaucoup de ressources, un pays qui a une population qui, en ce moment, adhère à la politique de son gouvernement, notamment en matière de sécurité, où on voit tout un peuple se lever contre l'agression de son voisin, le Rwanda, et un peuple qui est vraiment de main à main avec son gouvernement, notamment le président Félix Tshisekedi. Et de l'autre côté, du côté du Rwanda, on voit un gouvernement qui, oui, soutient le M23. Ce n'est plus un débat et nous n'allons même pas faire de débat là-dessus. Mais on voit quelque chose qui est différent de ce qu'on voit en RDC. C'est que cette guerre que le Rwanda mène en RDC n'a pas une adhésion populaire de la population rwandaise. C'est-à-dire que c'est une guerre qui ne sert que les intérêts d'une petite minorité, cette minorité qui gouverne le Rwanda dans une dictature féroce, sanguinaire, que les Rwandais subissent depuis plus de 28 ans. Et donc, ne vous étonnez pas de nous entendre, nous, en tant que Rwandais, nous désolidariser ou bien nous dissocier de l'attitude bien d'agissement du gouvernement du Rwanda, du FPR, parce que justement nous ne trouvons pas que cette guerre est justifiée. Selon nous, en 2022, fin 2022, on ne devrait pas résoudre nos différends par des guerres. Nous avons vécu la guerre, ce n'est pas la première fois, et la guerre crée des ravages. Il y a des gens qui meurent. Des personnes innocentes qui meurent, il y a des déplacés, c'est vraiment un chaos. Et donc, on ne peut pas soutenir une guerre en général. Et d'autant plus par rapport au Rwanda et la République démocratique du Congo, cette guerre n'est pas justifiée. Elle est peut-être justifiée pour ceux qui ont l'intérêt de déstabiliser la RDC, mais pour nous les Rwandais, pour la population rwandaise, cette guerre n'est pas justifiée et ne nous rapporte rien. Au contraire, elle nous met en danger un peu partout. On voit plusieurs Rwandais mentionner que leurs confrères africains ne les regardent plus comme ils les regardaient avant. Ah, vous êtes les ennemis de notre pays. Vous faites la guerre en RDC. Votre pays est prêt à rapatrier des réfugiés qui cherchent l'asile en Europe, et puis votre pays se dit prêt à les accueillir chez eux alors que vous avez de la misère. Et donc, on a un gouvernement du FPR qui a des politiques impopulaires et qui n'a aucune adhésion du peuple dans ses agissements actuels. Alors, sans plus tarder, je vais aller dans le vif du sujet et Anissé va nous aider à comprendre ou va analyser la situation telle qu'elle est. Et donc, depuis la dernière fois qu'on a fait notre émission en français, il y a eu une escalade sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Sur le plan diplomatique, dernièrement, je dirais du côté du Congo, de la RDC, il y a eu une analyse. Il y a une analyse qui a été faite par les autorités du Congo, notamment le porte-parole Patrick Muyaya et le président de la République, Félix Tshisekedi. Cette analyse, en quelques mots, elle nous a ravis en tant que Rwandais, parce que c'est une analyse qui décrit très bien le fond du problème ou les fondements de la problématique en soi, en lien avec l'insécurité qui sévit à l'est du Congo. Qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit que le peuple congolais n'a aucun problème avec le peuple rwandais et que le problème, c'est le président Paul Kagame et ses acolytes qui maintiennent leur soif ou bien qui maintiennent leur attitude, leur volonté à continuer à vouloir déstabiliser l'Est du Congo. Dans quel but? Dans le but de piller les ressources naturelles.
Ça a été dit littéralement comme ça et c'est ça la situation. Moi, je crois que c'est ça. Je suis convaincu que c'est ça le problème. Et donc, cela ne sert aucun intérêt des Rwandais. Ça, c'est du côté du Congo. Du côté du Rwanda, le président Paul Kagame a récemment fait une sortie où il mentionnait que le problème au Congo, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de non-intégration des rwandophones au sein de ce pays, et que c'est aussi un problème de non-intégration des communautés Tutsi qui vivent à l'est du Congo. Ça, c'est l'analyse du président Paul Kagame, mais on peut se questionner à savoir, et puis les autorités de la République démocratique du Congo ont répondu aussi. On peut se questionner. Lorsque le président Kagame, avec l'aide du président Laurent Désiré Kabila, le premier président qui a dirigé la RDC après Mobutu dirigeait le Zaïre, mais après la chute de Mobutu, le Zaïre, le nom a été aboli et le Zaïre est devenu la République démocratique du Congo. Ce président a fait la guerre à Mobutu avec le soutien du Rwanda, d'autres soutiens aussi, mais nous, on va se concentrer sur le Rwanda seulement. Et durant cette guerre, il y a eu plusieurs atrocités qui ont été commises, mais en ce moment, le gouvernement du Rwanda ne parlait pas de problème de rwandophones ou de Tutsis de l'Est du Congo. C'est par après, dans les années 2012-2013, que nous avons entendu parler du M23 qui serait un mouvement qui représente les rwandophones ou les Tutsis de l'Est du Congo. Et cela constitue encore une fois et malheureusement une stratégie de communication mais malsaine de la part du gouvernement du Rwanda, de la part du président Paul Kagame, de vouloir toujours attiser la haine, de toujours diviser les populations afin de justifier son intervention dans ce pays. Mais l'intervention en tant que soi ne vise qu'à piller les ressources naturelles de ce pays. Et donc, face à toute cette situation, sur le plan diplomatique, nous pouvons comprendre qu'il y a une impasse. Il y a une impasse et au contraire, il y a une escalade. Une escalade qui est symbolisée par le dernier discours du président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui a dit vraiment sans passer par à côté, qui a dit que les Rwandais vivent sous une dictature et qu'ils ont au contraire besoin de l'aide des Congolais ou bien de l'aide des autres peuples d'Afrique pour se libérer de la dictature du président Paul Kagame, et c'est vrai. Et donc, sur le plan militaire, il y a eu aussi une escalade. Il y a eu plusieurs traités, le traité de Luanda en Angola, à Nairobi au Kenya. La communauté internationale soutient la voie pacifiste jusqu'à présent, mais qu'est-ce qu'on constate, c'est que les rebelles du M23 qui sont situés dans la région de Bunagana n'ont pas quitté leur position. Or, les traités disent que pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler de paix, il faudrait deux conditions. La première, c'est le cessez-le-feu, et la deuxième, c'est le retrait des régions qu'ils ont pu prendre dernièrement, notamment celle de Bunagana. Et donc, tout ça, ça ne s'est pas produit. Au contraire, nous venons de savoir aujourd'hui ou depuis hier, par les autorités congolaises et puis par plusieurs sources médiatiques, que il y a beaucoup de mouvements de militaires, mais des militaires qui viennent du Rwanda, qui sont en train de renforcer en grand nombre les positions du M23. On peut présumer, de façon hypothétique, on peut penser que dans les prochains jours, les affrontements vont reprendre, ou bien il y a déjà des affrontements, c'est ce qu'on dit, mais on peut penser qu'il y aura encore des affrontements d'une grande envergure. Et donc, on est dans une impasse, on est dans une escalade par rapport à l'insécurité puis par rapport à la diplomatie, et on peut se poser la question à savoir, est-ce qu'il y aurait une guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda? On ne sait pas. Dernier élément, c'est que les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, la EAC, ont décidé de former une force militaire conjointe qui a déjà commencé ses activités en RDC. Notamment, il y a eu des contingents du Kenya, des contingents du Burundi qui sont déjà
en RDC, dont la mission est de soutenir le Congo, soutenir la RDC dans la restauration de la sécurité sur tout le territoire congolais, c'est-à-dire dans sa quête à redéfendre la souveraineté la souveraineté territoriale du pays. Et donc, sans plus tarder, je pense que ça fait un peu, c'est plus ou moins le résumé de qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Et sans plus tarder, je vais laisser Anissé Kaleye prendre la parole et nous expliquer qu'est-ce qui se passe et à quoi on peut s'attendre et qu'est-ce qu'on peut demander de la part, qu'est-ce qu'on peut demander à la population rwandaise, notamment, qu'est-ce qu'on peut demander au gouvernement rwandais et qu'est-ce que l'opposition rwandaise en ce moment fait pour participer à ce processus de paix, qu'est-ce qu'on fait pour éviter l'escalade et puis qu'est-ce qu'on fait aussi pour apporter notre pierre angulaire par rapport à cette situation qui ne répond point aux intérêts de nos peuples respectifs. Anissé Kaleye, je ne sais pas si j'ai fait le tour, s'il y a des choses que tu pourrais rajouter, mais je te passerai la parole pour que tu puisses soit me compléter ou aussi analyser la situation comme tu le fais très bien d'habitude. Le micro est à toi. Je te remercie beaucoup, Achille. Je crois que tu as bien présenté la situation à l'est de la République démocratique du Congo. La guerre continue de faire rage. Et le Rwanda est accusé depuis longtemps, depuis la reprise des hostilités depuis le mois d'avril 2022, je crois. Le Rwanda est accusé d'être derrière le M23. Donc, c'est lui, normalement, le faiseur de la guerre. Le M23 ne serait qu'un instrument. C'est ce qui se dit. Et c'est ce que disent les Congolais, à commencer par les autorités, dont le président Félix Tshisekedi. Dans sa dernière sortie, comme tu le disais, le président Paul Kagame a essayé de nier l'implication du Rwanda dans ces hostilités qui se déroulent à l'est de la République démocratique du Congo. Mais il a essayé de nier, mais je dirais qu'il l'a fait maladroitement, parce qu'il a reconnu lui-même. Il a dit que le M23 avait été vaincu en 2013 et que certains éléments de ce mouvement avaient été accueillis dans des camps à l'est du Rwanda, dans l'ancienne préfecture de Kibungo. C'est ce qu'il a dit lui-même. Et puis, il ne nous a pas expliqué comment, en mars ou avril 2022, ces gens-là qui étaient à Kibungo ont pu retourner à l'est de la République démocratique du Congo, comment ils ont pu se organiser et comment, surtout, ils ont pu avoir des armes nécessaires à l'invasion de la République démocratique du Congo. Donc, ça veut dire que finalement, il n'a pas su retenir ces gens qui étaient à l'est du Rwanda et il ne nous a pas expliqué comment ils ont pu avoir des armes nécessaires à l'invasion de leur pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a dit que on l'accuse, lui, Paul Kagame, son régime politique, il a dit que on l'accuse de piller l'est de la République démocratique du Congo. Mais en reconnaissant en même temps que les ressources qui viennent du Congo transitent par Kigali, mais qu'ils ne restent pas là-bas. Donc, ça veut dire, il a dit, nous, le Kigali, finalement, le Rwanda, n'est que, on ne fait que transiter ici, mais c'est pas nous qui pillons le Congo, c'est ce qu'il a dit. Mais ça veut dire justement qu'il est complice. Et la complicité dans ces actions de piller le pays voisin. Donc, c'est ce qu'il a dit. Moi, je ne fais que traduire ce qu'il a dit lui-même. Donc, il a reconnu que il a lâché les gens qui étaient normalement à l'est du Rwanda et qui sont allés attaquer le Congo. Et il a reconnu en même temps qu'il est complice dans le pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Donc, ça, c'est des éléments que je voulais souligner. Pour ce qui est de l'évolution de la situation telle que nous l'observons actuellement,
on peut voir les choses à deux niveaux. Le premier niveau, justement, comme tu le disais, Achille, c'est du côté militaire. Parce que la réunion de Luanda avait recommandé, avait intimé au M23 à l'ordre de se replier vers le volcan. C'est quel volcan déjà? Nyiragongo, je crois, ou Sabinho, je ne me souviens plus. Mais jusqu'à présent, cet ordre n'a pas été respecté. Ça veut dire que le M23 reste toujours sur les positions qu'il occupait avant, dès qu'il a pris la localité, l'agglomération de Bunagana. Donc, ils sont toujours à Bunagana. Et puis, ils n'ont pas bougé. Et donc, ça veut dire que sur le plan militaire, les positions restaient les mêmes, ils n'ont pas bougé. Et puis, on sait aussi, comme tu le disais également, que maintenant, ils sont en train de s'organiser. Au lieu de reculer, de se replier comme cela a été demandé, on apprend maintenant qu'il y a des nouveaux éléments militaires, le renforcement des forces qui viennent encore une fois du Rwanda et qui passeraient justement par Gisenyi et qui sont signalés du côté de Kibumba. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours cette volonté du Rwanda de continuer la guerre. Donc, ça, c'est sur le plan militaire. On verra ce qui va se passer dans les jours à venir, mais on craint que, justement, la situation ne se détériore encore une fois. Sur le plan diplomatique, alors, tu le disais aussi, il y a beaucoup d'efforts. On voit au niveau de la région, il y a le facilitateur, Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya, qui a fait des tournées. Il est allé à Kigali, il est allé à Kinshasa, il est allé au Burundi, mais il essaie toujours de convaincre les uns et les autres de trouver une solution pacifique au conflit. Jusqu'à présent, il a réussi, parce que même les autorités rwandaises ne disent pas clairement qu'ils veulent continuer la guerre. Ils disent qu'ils veulent s'impliquer dans la solution pacifique du conflit. Mais nous savons bien que justement, ils disent une chose ici, alors que derrière, ils préparent autre chose. Donc, il y a les efforts du facilitateur Uhuru Kenyatta, mais il y a également la région en général. Et on voit les forces des pays de la sous-région. Je ne sais pas si c'est sur le plan diplomatique, mais il y a des forces armées, des contingents, des militaires des pays. Il y a les Kenyans, il y a les Burundais, il y a les Ougandais, qui sont dans cette région-là pour pouvoir trouver une solution maintenant, s'il le faut, armée, une solution armée pour pouvoir repousser le M23, comme ça avait été le cas en 2013. Jusqu'à présent, on observe, on est là, il y a les efforts diplomatiques, mais il y a également l'organisation militaire pour pouvoir mettre fin à ce conflit par la force, s'il le faut. Donc, on verra bien. Sur le plan diplomatique également, on a vu qu'il y a maintenant l'implication des grandes puissances. Tout à l'heure, je regardais une petite vidéo d'un représentant de la Russie qui a rendu visite au président Félix Tshisekedi et qui a assuré le président du Congo du soutien absolu de la Fédération de Russie pour la résolution de ce conflit, de cette insécurité qui règne maintenant à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, on comprend qu'il y a cette volonté de la Russie également de s'aligner du côté du Congo, parce que la Russie sait bien que si Kigali continue ses velléités de
de désorganiser l'Est du Congo, c'est qu'il y a derrière le Rwanda d'autres puissances et qui sont maintenant ailleurs sur d'autres théâtres de confrontation. Ces puissances-là sont en conflit avec la Russie. Donc la Russie veut en profiter également pour essayer d'avancer ses pions dans la région et en Afrique en général, pour essayer de prendre pied dans cette région au détriment des autres puissances, et notamment les Occidentaux, les États-Unis et notamment la France. Voilà. Donc, on en est là maintenant. On ne sait pas comment cela va évoluer, mais comme tu le disais, Achille, nous craignons pour des populations, surtout la population rwandaise. Parce que si ça continue comme cela, si l'armée congolaise continue de se renforcer comme elle le fait actuellement, ça veut dire que ça risque de dégénérer, la situation risque de se détériorer davantage, la guerre peut se déplacer juste sur le territoire rwandais, et là justement ce serait un autre problème, parce que pour nous, ce qui nous tient à cœur, c'est que la sécurité dans notre pays soit privilégiée. Et si la guerre arrive au Rwanda, ce sera une autre histoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Achille, mais il faudrait que tout soit fait pour que ce conflit soit terminé pacifiquement, tant que ni les Congolais ni les Rwandais ne soient des victimes innocentes de grandes puissances qui veulent tout simplement accaparer les ressources du Congo. Je te remercie, Achille. Merci, Anissé, de dresser ce portrait de la situation actuelle. Tu l'as très bien dit. Maintenant, on peut se poser plusieurs questions par rapport à la suite. On vient de parler de la sécurité de nos deux peuples, notamment pour nous sommes des Rwandais, nous pensons aussi à la sécurité du Rwanda ou des Rwandais, mais en ce moment, est-ce que on peut dire que les Rwandais sont en sécurité? La population rwandaise est-elle en sécurité? À mon humble avis et par conviction aussi, non. Nous avons un peuple qui est soumis à une dictature féroce, comme je l'ai dit, une dictature sans précédent. Nous avons un peuple qui est muselé, aucune liberté d'expression, aucun respect des droits des droits de l'homme. Nous avons des institutions qui sont instrumentalisées et qui n'agissent que pour ces institutions agissent ou sont à la merci des besoins du président Paul Kagame et ses acolytes. Et ce qui est encore triste par rapport à l'Afrique en général, où la majorité des jeunes, la majorité des peuples sont en train de revendiquer leurs droits par rapport aux conditions de vie. Comment se fait-il que la RDC est un pays dont les différentes couches sociales ou populaires sont pauvres, alors que c'est un pays qui est riche? Il y a des causes externes de la RDC qui le font, notamment la guerre qui sévit depuis 28 ans. Tu l'as bien dit, si le Rwanda a pu faire la guerre au Congo pendant 28 ans, avec toutes les atrocités qui ont été commises là-bas, c'est que derrière, il y avait des gens qui soutenaient le président Paul Kagame. Est-ce que ces puissances sont toujours là? Est-ce qu'elles sont toujours dans cette logique de le soutenir et de continuer à déstabiliser ce pays? On verra la suite. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un changement d'attitude, il y a un changement il y a un changement comportemental sur le plan de la diplomatie et de la sécurité en RDC. C'est la première fois qu'un président de la RDC dit à haute voix ce qu'il pense du Rwanda et du président du Rwanda. C'est la première fois qu'on voit l'armée congolaise se réorganiser et être renforcée par des équipements militaires de haut niveau, notamment les avions de chasse. J'ai oublié, mais ce sont des avions russes.
Je pense qu'on en a vu 4 ou 6, je me rappelle pas. Mais ce qu'on peut dire de façon directe, c'est que le Congo s'organise. Les Congolais s'organisent. Le gouvernement du Rwanda, du Congo s'organise pour la souveraineté de son pays, pour pacifier tout le territoire de son pays. On voit beaucoup de jeunes Congolais se mobiliser et s'inscrire au sein de l'armée afin de défendre leur patrie. C'est ce qu'on voit en ce moment. De l'autre côté, et c'est inquiétant, on voit un gouvernement du Rwanda qui est impopulaire, qui agit sans aucune adhésion de son peuple. Et donc, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'en ce moment au Rwanda il y a une sécurité? Non, il n'y a pas de sécurité. Et c'est là où c'est là où on va peut-être terminer notre émission et je voulais t'entendre là-dessus. La paix durable au Congo et dans la sous-région des Grands Lacs, au sein de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Cette paix durable que les peuples ont cherché depuis longtemps, que nous cherchons depuis longtemps. Nous-mêmes, à l'INICE Karégué, nous avons fondé un mouvement en 2021, l'Alliance rwandaise pour le changement, la ARC, et nous l'avons fondé justement parce que il n'y a pas d'ouverture de l'espace politique au Rwanda. C'est-à-dire que les Rwandais, en général, n'ont pas la possibilité d'apporter leur pierre angulaire, d'apporter leur connaissance dans la construction de notre pays, dans tout ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des gens. Et en ce moment, on sait très bien qu'au Rwanda, il y a une crise sociopolitique qui s'est vue depuis longtemps et puis qui a été aggravée aussi par la COVID. Au Rwanda, on a un régime qui est assis sur la dictature, sur une sorte de terrorisme envers son peuple. Et on a un régime qui travaille pour ceux qui détiennent le pouvoir, le petit groupe qui détient le pouvoir, ne travaille que pour lui et répond aux intérêts justement de certaines multinationales ou de certaines puissances internationales. Mais par rapport à la population rwandaise, on ne voit rien. Il y a rien qui a été fait pour que les conditions de vie des Rwandais s'améliorent. Au contraire, en ce moment, pour ceux qui ne le savent pas, surtout ceux qui vont sur les réseaux sociaux et voient des belles photos du Rwanda, des étages construits, des routes propres, cela cache une pauvreté extrême et une famine qui touche toutes les couches sociales du Rwanda, des Rwandais, je veux dire. Et donc, on peut se questionner sur cette question ça fait longtemps on se pose cette question. La paix durable dans la sous-région, notamment à RDC, mais aussi au sein des pays de la communauté de l'Est, elle viendra d'où? Dernièrement, on en avait parlé dans nos récentes émissions ou nos précédentes émissions. On disait que un changement de régime au Rwanda s'impose. J'aimerais t'entendre là-dessus, cher Anissé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es toujours sur la même position? Et si tu es sur la même position, comment est-ce que l'opposition rwandaise s'organise par rapport à cela? Là, le micro est à toi. Bon, une petite correction, Achille. L'Alliance rwandaise pour le changement a été fondée en 2020, pas en 2021. Donc, tu t'es un peu trompé, mais c'est normal. Je me suis trompé. C'est le 6 juillet 2020. Oui. Ouais, ça arrive. Sinon, le président du Congo, Félix Tshisekedi, a pris le temps de répondre aux propos provocateurs de Paul Kagame, qui avait dit que lui, le président Tshisekedi, est arrivé au pouvoir sans avoir gagné les élections. D'abord, la réponse est venue du porte-parole du gouvernement, Patrice Muyaya, qui a expliqué qu'il est inconcevable de voir le président Paul Kagame donner des leçons de démocratie, alors qu'au Rwanda, les élections d'abord sont staliniennes. Le président Paul Kagame est toujours élu avec des scores de 98% des voix. Mais on sait également qu'il n'y a pas de
de liberté d'expression, que justement l'organisation de ces élections-là se font au détriment d'autres candidats, tout ça, on l'a bien suivi. Et le président Tshisekedi, lui, après Patrice Mouyayi, le président Tshisekedi a dit, tu l'as rappelé au début, a expliqué que on ne doit pas considérer les Rwandais comme des ennemis du Congo, mais qu'on doit plutôt les aider à se libérer de l'emprise, du joug, de la dictature de Paul Kagame et de son régime. Ça, c'est ce qu'il faut retenir des propos des autorités de la République démocratique du Congo. Et ça répond justement à ce que tu posais comme question, parce qu'au Rwanda, il n'y a pas de liberté, l'espace politique est fermé et il n'y a que le FPR. Et quand on parle du FPR, il faut comprendre une petite minorité de gens qui sont autour de Paul Kagame, qui font tout pour museler les autres composantes de la population rwandaise. Donc, il n'y a pas de démocratie. Et ça, justement, ça ramène également à la résolution du conflit à l'est de la République du Congo, dont est responsable le régime rwandais. Donc, ça veut dire que pour résoudre ce conflit-là, d'abord, il faut passer par le dialogue, c'est normal, mais quel est le dialogue qui est possible alors qu'au Rwanda, les décisionnaires sont une petite minorité qui ne comprennent d'autres logiques que la solution militaire. Dialoguer avec le Congo, d'abord, il faudrait qu'ils acceptent, qu'ils reconnaissent leur implication dans le conflit. Ça, c'est un. Donc, ce sera très difficile parce que jusqu'à présent, ils ne reconnaissent pas officiellement la responsabilité qu'ils ont dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ce sera difficile de les associer à la recherche des solutions pacifiques. Ça, c'est le premier point. Donc, je voudrais souligner d'abord que, normalement, la logique voudrait que la solution soit pacifique. Mais l'un des acteurs, qui est le Rwanda, qui ne reconnaît pas son implication, ne voudra pas se mettre à la table des négociations. Donc, cela veut dire qu'il faudra trouver d'autres moyens de dialoguer, en passant notamment par la région, l'EAC, cette organisation des pays de l'Est africain dont font partie et le Rwanda et le Congo. Il faudrait négocier. Ça a été commencé, mais le problème justement, c'est que il y a des gens qui ont un double jeu, qui font semblant de négocier, de trouver une solution, alors que derrière, ils ont d'autres velléités justement d'envahir le Congo. Il y a le Rwanda, bien sûr, mais je soupçonne également l'Ouganda de jouer ce jeu-là et des puissances extérieures qui utilisent ces deux pays-là pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a un autre élément que nous n'avons pas assez souligné, c'est la MONUSCO. La MONUSCO, c'est les casques bleus, des éléments des forces de l'Organisation des Nations Unies qui sont là depuis plus de 20 ans et dont on ne voit pas l'importance. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens? La MONUSCO fait quoi à l'est de la République démocratique du Congo? Pourquoi il ne joue pas son rôle de stabilité, de ramener la paix dans cette région de la République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo? C'est que ces gens-là aussi, cette organisation, cette mission des Nations Unies pour le Congo est infiltrée ou est utilisée justement pour d'autres fins.
Et ça, c'était notre problème, justement. Donc, pour répondre à ta question, Achille, et je terminerai là-dessus, c'est que il y a plusieurs paramètres dans la résolution du conflit. Il y a des gens qui ont de la volonté de résoudre ce conflit-là, notamment la République démocratique du Congo, et c'est tout à fait normal. Le président Tshisekedi et son régime sont déterminés à en finir avec ceux qui déstabilisent l'Est de leur pays, et on ne peut pas leur en vouloir. Il y a d'autres pays qui font semblant de jouer le jeu, mais en même temps en faisant autre chose. Il y a la MONUSCO dont on ne sait pas ce qu'elle fait là-bas. Mais dans tous les cas, on peut dire que le Congo peut-être ne doit pas s'appuyer sur la région parce que dans la région, il y a d'autres éléments qui ne leur sont pas favorables. Donc, il faudra que le Congo trouve d'autres moyens. Donc, la diplomatie serait la mieux indiquée pour résoudre le problème. Mais si on n'y parvient pas justement à cause de ces ingérences extérieures, il faudrait que le Congo trouve d'autres moyens, peut-être des moyens militaires, surtout que maintenant, elle a d'autres soutiens, dont la Russie, et peut-être d'autres puissances extérieures qui sont opposées aux autres puissances qui soutiennent le Rwanda et son instrument militaire qui est le M23. Voilà. On verra comment ça va évoluer dans les prochains jours. Mais dans tous les cas, si tu me poses la question, je te dirais que il vaudrait mieux que la solution soit pacifique. Mais si on n'y arrive pas, il faudra absolument qu'on en finisse, on en découde en utilisant les moyens militaires. Voilà, Achille, je crois qu'on va y revenir peut-être dans d'autres émissions, mais pour l'instant, on en est là. On souhaite que la solution soit pacifique, mais je pense que le Congo, si la diplomatie échoue, le Congo va passer par des solutions militaires. Espérons tout simplement que ça ne va pas affecter le territoire rwandais et les populations rwandaises. Merci. Merci Anissé pour ton analyse. Il y a des éléments sur lesquels on pourrait discuter qui sont un peu contradictoires avec les attitudes de certains pays, effectivement. On reviendra là-dessus parce que nous avons prévu aujourd'hui de faire une émission qui n'est pas longue, juste pour vous mettre au courant de l'évolution de la situation et l'actualité en ce moment. Mais très bientôt, nous allons revenir et nous allons faire un petit décryptage. On essaiera aussi d'inviter d'autres personnes qui vont nous aider à analyser la situation. Mais avant de terminer, je veux juste rappeler que entre les pays, il n'y a que des intérêts. Il y a que des intérêts et la RDC est un pays riche qui a beaucoup de ressources naturelles, des ressources qui font que plusieurs puissances, plusieurs pays ont intérêt à travailler avec eux, ont intérêt à développer des partenariats sains, des partenariats pacifistes avec ce pays. Et ce pays lui-même, le président Félix Tshisekedi l'a dit, nous sommes prêts à travailler avec tous les autres pays, tous les partenaires, afin que ces richesses ou bien ces privilèges puissent bénéficier à l'ensemble de nos peuples, c'est-à-dire les peuples de la sous-région et même les peuples africains. Et donc, on verra par la suite qu'est-ce qui va se passer. Mais ce que je peux confirmer, c'est que plusieurs pays ont intérêt à développer des partenariats sains avec la République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, on a un président, Paul Kagame, qui continue à servir ses propres intérêts, les intérêts de ceux qui travaillent avec lui, de ceux qui le soutiennent, ceux qui font que il a continué à agir dans le silence dans ce pays. Pour ceux qui veulent savoir exactement depuis 1994, qu'est-ce qui s'est passé au Congo, comment la situation a évolué, notamment la question humanitaire, vous écouterez un documentaire qui est disponible sur YouTube, qui est intitulé L'Empire du silence. C'est un documentaire qui est assez frappant parce que on parle de la réalité des réfugiés rwandais qui étaient au Congo et puis on parle aussi des Congolais, des impacts de la guerre, les conséquences de la guerre
qui sévit là-bas depuis 28 ans, qu'est-ce qu'elles ont apporté à ce pays, comment les gens ont été assassinés froidement et gratuitement, et quels en sont les acteurs. Cela vous permettra aussi de comprendre comment est-ce que pour pouvoir piller des ressources, pour pouvoir accéder à des ressources naturelles gratuitement sans aucune surveillance gouvernementale ou étatique, comment est-ce que certaines personnes sont prêtes à commettre l'irréparable, à commettre des bavures et à agir dans l'indignité. Voilà, donc ceci met fin à notre émission d'aujourd'hui et nous vous promettons que très bientôt nous reviendrons pour vous exposer l'évolution de la situation, mais on va continuer à analyser, à débattre aussi sur la question de l'insécurité en République démocratique du Congo, une question qui est supranationale, c'est-à-dire que c'est une question dont les acteurs ne sont pas que des Congolais, il y a plusieurs acteurs là-dedans. Voilà, donc on vous remercie et à très bientôt. Quand j'étais petite, je gardais les troupeaux. Et comme j'étais unique à la maison, je m'isolais souvent au pâturage. J'écoutais les chansons des oiseaux et le vent soufflait et la nature me souriait partout. Contempler l'univers, jonché de mystère, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie, l'ouïe, le goût pour tout saisir. Je pouvais voyager dans le monde entier, j'aurais de quoi critiquer, de quoi apprécier, et mes connaissances seraient élargies, telle ma soif et jamais suivie.